Bonsoir et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité ce soir. Le palais présidentiel a abrité ce mercredi le Conseil des ministres hebdomadaire. Au nombre des décisions prises, la réduction du montant du document unique de transport. Il passe désormais de 4 000 francs au montant unique de 500 francs CFA. La Sotra va bientôt acquérir 450 nouveaux bus. La signature de convention pour le financement de ce projet a eu lieu aujourd'hui. Un financement estimé à environ 60 milliards de nos francs. Le bilan s'alourdit dans la Ghouta orientale. Plus de 600 civils, dont 147 enfants, ont été tués dans cette enclave rebelle proche de Damas, en Syrie, en 11 jours. Annonce faite ce mercredi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Merci de suivre cette édition. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République, sous la houlette du chef de l'État. Parmi les décisions prises figure la réduction du montant du document unique de transport, en abrégé DUT. Il s'agit de la taxe prélevée pour le transport routier de marchandises. De 4 000 francs, le DUT passe désormais au montant unique de 500 francs CFA. Viviane Aimé. Au nombre des mesures adoptées par le Conseil des ministres de ce mercredi 28 février sous la présidence du chef de l'État, il y a l'importante réduction sur la taxe prélevée sur le transport routier de marchandises, dit document unique de transport DUT. Cette taxe passe désormais au montant unique de 500 francs. Le DUT, antérieurement fixé entre 1 000 et 4 000 francs CFA en fonction de la charge utile de véhicules de transport ou de la nature de produits transportés, donc est réduit de 1 000 à 4 000 à un montant aujourd'hui unique de 500 francs CFA, quelle que soit la charge utile des véhicules de transport et quelle que soit la nature du produit transporté. Cette mesure vise premièrement à harmoniser ce tarif avec celui qui est pratiqué dans les pays de la sous-région. Deuxièmement, il est question de le baisser et donc de le rendre plus accessible de façon justement à en simplifier l'application, de façon à ce que désormais ce tarif soit appliqué effectivement à la totalité des services de transport routier de marchandises par route. Le gouvernement ivoirien vient de faire un pas de plus dans l'adoption de l'énergie solaire, qui peut, si ses coûts sont maîtrisés, améliorer sensiblement les conditions de vie des populations ivoiriennes, même celles vivant dans les hameaux les plus reculés. En effet, le Conseil des ministres a ratifié l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'Alliance solaire internationale ASI. L'ASI est une plateforme de coopération entre les pays en voie de développement à fort potentiel solaire et les pays développés qui disposent de technologies avancées dans ce domaine. Elle a pour objectif d'augmenter de manière significative la production d'électricité solaire dans les pays du Sud, partis à l'accord. La Côte d'Ivoire sera présente au sommet de l'Alliance solaire internationale qui se réunira du 9 au 12 mars à New Delhi, en Inde. Le Conseil des ministres a aussi fait l'état des orientations et affectations des bacheliers 2017. De l'avis du Conseil, des réformes doivent être apportées. Le Conseil a relevé un certain nombre de défis auxquels notre système d'enseignement supérieur est confronté. Il s'agit notamment du faible quota de bacheliers scientifiques, donc il faudra sans doute y trouver des solutions. Il s'agit des capacités relativement faibles des universités publiques de Côte d'Ivoire. Le gouvernement fait sa part, puisque, comme vous le savez, l'université de Mans désormais est ouverte et le gouvernement a en projet les ouvertures des universités de San Pedro et de Bondoukou. Mais tout cela ne va sans doute pas être suffisant. Donc, il faudra là aussi faire de gros efforts pour absorber la majorité des bacheliers. Et troisièmement, on peut également relever la nécessité de réformer les formations BTS pour les adapter mieux au marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le Conseil a enregistré plusieurs nominations dans différents départements ministériels. Notons que ce Conseil des ministres est le dernier auquel assistait le ministre Jean-Claude Brou de l'Industrie et des Mines avant son départ pour occuper le fauteuil de président de la commission de la CEDEAO
à Abuja. Vous l'avez entendu, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, est le nouveau président de la commission de la CEDEAO. Il prend officiellement fonction demain, jeudi 1er mars, à Abuja, au Nigeria. Avant son départ, il a échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara. Jean-Claude Brou est allé exprimer au chef de l'État sa gratitude pour sa nomination. Il place sa mission sous le signe du renforcement de l'intégration sous-régionale. Je vous propose à présent d'écouter le ministre Jean-Claude Brou au sortir de son entretien avec le président de la République. J'ai voulu, effectivement, à travers cette audience que m'a accordée le président de la République, prendre ses conseils, ses recommandations pour la mission qui m'a été confiée. Vous savez que le président a pratiqué les institutions internationales, il a pratiqué la CEDEAO, il a eu à exercer les fonctions de président de la conférence des chefs d'État, donc il a une connaissance très profonde de la CEDEAO. Et donc il était tout à fait normal que je vienne prendre des conseils avisés pour que je puisse mener à bien cette mission. C'est un grand honneur qui m'est fait et bien sûr c'est également pour la Côte d'Ivoire un honneur de pouvoir présider la commission de la CEDEAO et donc il est important que nous mettions tout en œuvre pour réussir cette mission. La SOTRA va bientôt obtenir 450 nouveaux bus. Le gouvernement a procédé aujourd'hui à la signature de conventions pour le financement de ce projet, estimé à près de 60 milliards de nos francs. Mariam Sissé, Cheikh Koni. Le projet d'acquisition de nouveaux bus annoncé par la SOTRA en début d'année prend forme. Après la signature de contrat avec le partenaire Iveco Bus, le gouvernement ivoirien a procédé à la signature de la convention de financement ce mercredi avec la banque tchèque CSOB. Un financement d'un montant d'environ 60 milliards de francs CFA. Pour la mise en œuvre de cette opération d'achat, la banque CSOB a décidé d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour la totalité des ressources attendues. Cette acquisition devra permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer non seulement la mobilité urbaine de la ville d'Abidjan, mais également d'assurer sa mission de protection de l'environnement. Prenant en compte les questions donc, de difficultés de trafic à Abidjan, prenant en compte également la nécessité de réduire donc, la pollution donc, à Abidjan, cette opération permet donc d'intégrer des bus articulés, une double capacité par rapport aux bus actuels, mais également avec la Petrosi qui est en partenariat donc, dans cette opération, de pouvoir utiliser donc, le gaz, diminuer donc, la pollution, mais également de réduire donc, les charges opérationnelles donc, au niveau donc, de la SOTRA. Nous sommes convenus qu'avec Iveco, nous allons donc, travailler pour que SOTRA Industrie puisse donc, commencer à faire du montage donc, de véhicules de moindre capacité, donc on appelle globalement donc, des minibus. 450 autobus, dont 80 articulés, seront disponibles avant la fin de cette année 2018. Une acquisition qui devra doubler la capacité opérationnelle de la SOTRA. Le petit Aboubakar Siddiq, âgé de 4 ans, a été enlevé puis assassiné par un homme dont la bijouterie se trouve au bas de l'immeuble où réside la famille du petit garçon. Ce crime a choqué plus d'un et créé l'émoi à Williamsville. Le témoignage de Sephora Zegui et Herman Guivé. Regard perdu d'une mère qui ne comprend pas la barbarie dont vient d'être victime son fils, le petit Aboubakar Siddiq, appelé communément Bouba par ses proches. Ce petit garçon, âgé de 4 ans, a quitté le domicile familial le samedi 24 février dernier pour ne plus y revenir. Cadet d'une famille de 4 enfants, le 25 février dernier, le corps sans vie de Bouba a été retrouvé dans une broussaille dans le quartier de Angré. Sa mère nous raconte avec beaucoup d'émotion les circonstances de la disparition de son fils. Son petit frère était malade, ça faisait quelques jours. On n'a pas dormi la nuit. Donc je suis tellement fatiguée avec le bébé, j'ai dit je vais me reposer. Je me suis réveillée à 14h. J'ai dit à la grande soeur, j'ai dit mamie, il faut aller chercher les enfants. Elle est partie dans la cour là, on dit ils ne sont pas là. Elle est partie, c'est dans 3 coups seulement ils s'en vont, tous les 3, on dit qu'ils ne sont pas là. Donc c'est là on a commencé à le chercher. C'est là ma fille, elle s'est rappelée.
Elle dit non, que la dernière fois, il y a vu pourquoi c'était avec le bijoutier. Le présumé auteur de ce crime crapuleux est un voisin de la famille, bien connu dans le quartier pour son amabilité et son amour pour les enfants. Tout le monde l'appréciait. Quand tu prends ton sac de riz, tu es derrière la route. C'est lui qui a cherché ton sac de riz. Moi-même, je vendais des œufs. Je m'allais chercher mes cartons d'œufs. Je suis derrière la route. C'est lui qui ramasse tout pour traverser la route. Mais je ne sais pas qui a cette réputation. Les enfants viennent beaucoup derrière lui. Il leur donne des bonbons, les trucs, et les envoie. Va payer ça pour moi, va payer ça pour moi. Bon, les enfants étaient collés à lui. Si quelqu'un te disait qu'il allait nous faire ça, personne n'allait croire. Mais il a fallu que ça se passe dans nos propres yeux pour qu'on le croie. Mais ça nous a surpris, nous tous, sincèrement. Mis aux arrêts, le présumé coupable est passé aux aveux, selon les témoignages de ce jeune homme. Tout le monde t'en vient à l'enfant et puis tu nies les faits, c'est pas normal. Il faut que tu nous dises quelque chose. Le père de l'enfant était là, je les ai demandé de sortir pour que je cause avec lui. Donc il dit vraiment, si moi je peux le protéger, il va me dire la vérité. Il dit dis-moi toute la vérité. Là il m'a dit vraiment que la pour l'enfant samedi à 14h, à 17h, je crois bien, il a fait le travail. Quel travail? Il a tué l'enfant. Les enquêtes sont en cours pour élucider ce drame qui suscite beaucoup d'émotions. Au chapitre de la justice, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a tenu une conférence et un panel sur le thème « Droits de l'homme et raison d'État ». Il s'agissait pour le public et les experts nationaux et internationaux d'apporter un soutien au statut de Rome. Abou Sanougou. Raison d'État et droits de l'homme. Thème au cœur de la 14e conférence trimestrielle internationale de la coalition internationale pour la Cour pénale internationale. Tribune d'échange entre les populations, les organisations de la société civile, les institutions étatiques et les experts nationaux et internationaux, la raison d'État et le respect des droits de l'homme sont, selon la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale, indissociables. La raison d'État s'applique à un moment où les droits de l'homme sont violés pour résoudre une situation. Mais en même temps, nous disons que la raison de droit ne doit pas freiner les libertés des individus. Car c'est pour les individus que l'État travaille, mais il faudrait que la raison de droit soit faite dans les normes pour ne pas empiéter tout le temps sur la liberté des personnes. Nous disons que les deux vont de pair, mais ce sont de deux faces et on ne peut pas dissocier. Donc en même temps qu'on respecte par rapport à la raison d'État, en même temps il faut respecter les droits humains. La raison d'État est-elle source de violation des droits humains? Les défis et enjeux de la lutte contre l'impunité face à la raison d'État et les efforts de l'État de Côte d'Ivoire pour garantir un État de droit. Trois sous-thèmes développés par des experts. Tant qu'il y aura des États, il y aura l'État de droit. Mais l'État de droit doit être l'exception. Ça ne doit pas être la règle. De son côté, la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans la lutte contre l'impunité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités commémorant le 20e anniversaire de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Ce mardi marquait le 3e jour du Salon international de l'agriculture de Paris-Versailles. Le cacao et le chocolat ivoirien étaient à l'honneur au stand de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, 50 enfants de la diaspora ont pu découvrir comment le pays s'est hissé à la première place en matière de production de cacao à travers un atelier de formation. Noël Gnagno est notre envoyé spécial en France. Il y a 1000 chocolats, mais il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire-là est le premier producteur de cacao au monde avec 40% de l'offre mondiale. Une performance à maintenir, une fierté nationale à entretenir chez les tout-petits. Pour cet exercice, une cinquantaine d'enfants de la diaspora de 5 à 15 ans participent à cet atelier. De la pépinière à la production, une découverte chez ces enfants née pour la plupart sur les bords de la Seine à Paris. Puis la réalisation du chocolat par un artisan. Enfin, les échanges pour s'assurer des acquis ont constitué le menu de l'atelier visiblement entraînant pour les enfants. Quant aux objectifs, ils sont de 3 ordres. Le premier objectif que nous visions, c'est déjà d'informer les enfants sur le fait que leur pays, la Côte d'Ivoire, est le premier pays producteur mondial de cacao, que ces enfants puissent s'approprier la fierté de leur pays, qui est une fierté nationale. Et troisièmement, c'est de permettre aux enfants de s'habituer à la dégustation des produits chocolatés
et de créer des vocations, pourquoi pas, de chocolatiers qui vont pouvoir porter haut la tablette ivoirienne. En attendant de porter haut la tablette ivoirienne, les enfants ont eu une juste récompense de leurs efforts. Ils ont reçu des diplômes remis par des producteurs de café cacao à Paris pour la circonstance, le ministre de la Production animale et des dirigeants de structures sous tutelle. Jeudi, ce sera au tour de jeunes Français de découvrir le cacao de Côte d'Ivoire et son chocolat. Dans le domaine de l'industrie, l'AGEDI, Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, a initié une rencontre à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. Une rencontre d'information pour sensibiliser les industriels à la mise en œuvre du décret fixant les conditions d'implantation des unités industrielles en dehors des zones industrielles. Plus de 1000 entreprises sont situées hors zone. Cheikh Kone. À partir de ce jeudi 1er mars, les unités industrielles installées en dehors des zones industrielles devront prendre attache avec l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. C'est en substance le message véhiculé par Youssouf Ouattara, directeur général de l'AGEDI, aux opérateurs économiques venus nombreux à cette rencontre d'information et d'échange. Ce que l'État vise au travers de ce décret, c'est de faire en sorte que tous les opérateurs qui, pour des raisons ou d'autres qui peuvent être quelquefois objectives, qui n'étaient pas installés dans nos différentes zones industrielles, puissent être désormais recensés, soient reconnus. L'opération débute du 1er mars au 31 décembre 2018. Plus de 1000 unités industrielles sont concernées par cette phase d'identification, au terme de laquelle une commission délivrera aux concernés une attestation d'enregistrement après le paiement d'une somme forfaitaire de 25 000 francs CFA. Après le 30 décembre, ceux qui sont situés hors zone industrielle, qui ne se feront pas immatriculer, ça veut dire qu'ils veulent rester dans l'anonymat, dans l'informel. En ce moment, on peut commencer des actions de sanctions, de coercition, qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de leurs unités. Cette phase d'identification doit permettre aux autorités gouvernementales de constituer une base de données fiable des opérateurs industriels établis en dehors des zones industrielles pour notamment les identifier et les prendre en charge. C'est une bonne approche parce que laisser des zones prospérer hors zone industrielle présente des risques pour la population et pour l'environnement. Dans un passé récent, aucun test ne définissait clairement les conditions d'implantation d'une unité industrielle, ce qui explique la prolifération de plusieurs usines en plein centre-ville. Ce décret vient ainsi baliser et encadrer les procédures d'installation des usines en Côte d'Ivoire. Le mouvement des petites et moyennes entreprises a fait hier sa rentrée à Marcory. C'était à la faveur de la première édition de la journée de motivation des PME. L'accent a été mis sur les moyens et financements mis en place par les acteurs pour soutenir le secteur. Nadia Edja, Cheikh Kone. En plus des facilités offertes aux PME pour exporter sans droit de douane vers les États-Unis, 5 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'État depuis août 2017 pour aider les chefs d'entreprise féminins. Ahmed Diomandé, directeur de cabinet du ministre du Commerce, a particulièrement invité les femmes à s'activer afin de bénéficier de ce fonds. Il faut dire que 5 milliards, avec les besoins que nous avons au niveau des entreprises, c'est peut-être pas beaucoup. Il faudrait que ces femmes-là, d'abord, le message leur soit porté, et ensuite qu'elles se pressent aux portes pour solliciter ces prêts. On a jusqu'à la date d'aujourd'hui à peine 264 millions, moins de 300 millions qui ont été octroyés. Être une entreprise formellement constituée et avoir un bon plan d'affaires, ce sont quelques-unes des conditions requises pour avoir le prêt. Les potentiels bénéficiaires ont accueilli la nouvelle avec espoir. Ça nous a apporté plus le renforcement dans nos activités parce qu'on avait vraiment besoin de ce fonds-là. Une présentation sur le thème « Détenez les outils pour devenir les futurs champions de l'Afrique » et des partages d'expériences ont animé cette cérémonie. Pour Joseph Amissa, initiateur de cette journée, le chef d'entreprise doit disposer d'outils nécessaires pour mener à bien son entreprise. On essaie d'améliorer le savoir-faire de nos membres, de sorte à ce qu'ils rentrent dans la barque des futurs champions et même qu'ils soient les pilotes de ces champions. Lors de cette cérémonie, 91 chefs d'entreprise formés aux techniques de gestion ont reçu leur certificat de fin de formation. C'était un commentaire de Jean-Louis Gbangbo.
Le district autonome d'Abidjan vient de signer un accord de coopération avec la région d'Île-de-France. Cet accord porte notamment sur l'aménagement urbain et l'aide dans l'entrepreneuriat des jeunes et les transports. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée. Davis Oyo, Serge Koléa. Par cette signature de convention, la région de l'Île-de-France et le district autonome d'Abidjan matérialisent leur collaboration. Ce partenariat va permettre de réaliser des activités communes dans les domaines de l'urbanisme, de la santé, du transport, du numérique et surtout de l'entrepreneuriat des jeunes. La Côte d'Ivoire a des potentialités énormes dans le domaine économique qui peuvent intéresser les entreprises franciliennes et qui peuvent encourager le développement des start-up, surtout des initiatives tout à fait originales. Du point de vue culturel, nous avons beaucoup de choses à partager avec les autres pays. Nous voulons, à travers cette coopération, faire découvrir, en collaboration avec le ministère de la Culture, toutes les potentialités de la Côte d'Ivoire auprès de nos amis franciliens. Pour la présidente de la région de l'Île-de-France, cet accord de coopération est profitable aussi bien au district autonome d'Abidjan qu'à sa région. Le ministre-gouverneur Mambé et moi avons souhaité, dès nos premières conversations, que notre coopération soit un partenariat gagnant-gagnant. C'est pour cette raison que nous avons créé un réseau d'incubateurs francophones et qui est destiné à dynamiser l'innovation et la création d'entreprises à fort impact social et environnemental. En Île-de-France, à Abidjan, mais aussi dans toutes les villes partenaires de ce réseau d'incubateurs, qui permettra à terme l'accompagnement de 200 start-up et la formation de 900 jeunes entrepreneurs à l'innovation sociale et environnementale. Valérie Pécresse a été élevée au rang de commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Elle a reçu également les clés de la ville d'Abidjan. L'Île-de-France et le district autonome d'Abidjan unissent ainsi leur destin pour les 10 années à venir. Toujours dans le cadre de sa visite en Côte d'Ivoire, Valérie Pécresse a visité une université de la ville d'Abidjan. Objectif, échanger avec étudiants et responsables sur la qualité de la formation. Direction le handball, où la nouvelle équipe dirigeante du conseil régional a décidé de relancer les activités de développement après 6 mois d'inactivité. Elle a tenu 2 sessions ordinaires en vue de donner un nouveau dynamisme à l'essor de la région. Hassan Khan, Soro Corona. La région du handball, ce sont 18 sous-préfectures, 3 départements, Katioula, Dabakala et Niakara. Les problèmes d'eau, d'électricité, de routes, la précarité des femmes et des jeunes sont des préoccupations réelles des populations du handball. La prise en compte de ces préoccupations a été freinée par la suspension des activités du conseil régional du handball pendant 6 mois. Une suspension due à un dysfonctionnement de l'instrument de développement. Une nouvelle équipe dirigeante conduite par Ibrahim Khalil Konaté a été donc mise en place depuis le 11 février 2018 pour relancer le développement dans le handball. D'où la tenue de 2 sessions ordinaires en moins d'1 mois du conseil régional à Katioula. Occasion pour les conseillers d'adopter le budget primitif 2018 qui s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. Les perspectives sont bonnes, ça c'est nos idées. On peut avoir les idées, mais si on n'a pas les ressources, on ne peut pas les mettre en œuvre. Mais l'État de Côte d'Ivoire, au regard de ce que le conseil n'a pas pu fonctionner, au regard de tout ce qui a été fait comme rapport, par rapport donc à la gestion et au niveau d'investissement dans notre région, au regard de ce que le président de la République n'est pas encore arrivé dans notre région, a décidé de nous accompagner. La dernière session a été suivie de rencontres avec les populations de Niakara et les ressortissants du handball à Bouaké. Comment faire en sorte que on puisse faire bénéficier nos parents des ressources de l'État à l'effet d'améliorer leur quotidien. Ici, nous sommes venus expliquer là où nous avons pris le conseil, là où nous comptons l'amener et comment nous comptons le faire. Les maires du département de Dabakala et les chefs traditionnels de la région ont apporté leur soutien à travers une motion au nouveau président. Une initiative encouragée par le corps préfectoral pour une cohésion sociale dans le handball.
La mutualité ivoirienne face aux défis de son expansion, c'est le thème d'une conférence organisée par les mutualistes de Côte d'Ivoire. C'était l'occasion pour Thierry Baudet, président de la Fédération nationale de la mutualité française, de sensibiliser au renforcement de la solidarité entre les mutuelles en vue de garantir une gestion efficace des mutuelles ivoiriennes. Fidèle Aigné, Franck Adieu. Les acteurs de la mutualité ivoirienne à l'école de la mutualité française pour réussir la couverture maladie universelle. Thierry Baudet, président de la Fédération nationale de la mutualité française, a sensibilisé ses pairs et les pouvoirs publics sur l'importance de la collaboration entre États et mutuelles, gage de la réussite du projet. Je sais que la mutualité ivoirienne va travailler avec les pouvoirs publics et que la Côte d'Ivoire n'a pas trop de la CMU et des mutualistes pour progresser et pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des Ivoiriens. La solidarité et la démocratie mutualiste, des valeurs pour une bonne gouvernance et l'amélioration des offres de services des mutuelles, selon le conférencier, c'est une initiative de l'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire. Nous nous trouvons face à un certain nombre de défis. Le défi de pouvoir apporter la réponse de la couverture du risque maladie à nos populations. De pouvoir faire en sorte qu'on consolide l'union, le rassemblement pour répondre aux défis de la pérennité du mouvement mutualiste. Nous sommes très réconfortés sur cette idée de contribuer à la structuration du mouvement mutualiste en Côte d'Ivoire, de faire en sorte que cette union-là soit véritablement bien scellée et que face aux différents défis de la santé des populations en Côte d'Ivoire, les mutuelles puissent jouer leur véritable rôle. La mutualité ivoirienne face aux défis de son expansion. C'est le thème de cette conférence. L'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire existe depuis 2016. Elle regroupe 44 fêtières. La population de Boclé, avec à leur tête les chefs traditionnels, disent merci au chef de l'État pour ses actions de développement. Elles en veulent pour preuve la réalisation de diverses infrastructures et surtout le démarrage très bientôt des travaux de l'autoroute San Pedro-Abidjan. Sam Konan. La Côtière est autrefois une fierté pour les populations qui habitent tout le long du littoral. Aujourd'hui, cette voie qui relie les deux ports du pays est dans un état comateux très avancé. Le chef de l'État, dans sa volonté de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes, a annoncé au cours de son adresse à la nation en décembre dernier le démarrage cette année des travaux de l'autoroute San Pedro-Abidjan. Une nouvelle qui vient comme une bouffée d'oxygène pour ces villes enclavées que sont Tabou, San Pedro, Sassandra et Fresco. Les chefs traditionnels de la région du Boclé donnent le ton. Ils ont décidé d'aller dire de vive voix merci au président de la République et très bientôt. Mais en attendant, ils ont organisé dans le village de Dacioko, dans le département des Fresco, une cérémonie pour célébrer celui qu'ils surnomment désormais le bâtisseur de la nation. Tous les chefs, aujourd'hui, unanimement sont derrière le président Ouattara parce qu'on sait ce qu'il fait pour nous est grand. Alors il faut qu'on aille quand même pour lui, qu'on lui dise un grand merci. Le ministre Philippe Légré, fils de la région et parrain de la cérémonie, a été chargé d'aller informer le président Alassane Ouattara de l'intention des populations de la Côtière d'aller lui dire merci à Abidjan pour avoir pensé à elle. La Côtière, mais c'est un enfer. Pour, par exemple, Grand Laou, Fresco, de 75 km, on est obligé de passer 3 heures, 4 heures de temps sur ce tronçon. Et de Dacioko à Sassandra, qui est de 40 km, on est obligé de faire 2 heures, 3 heures de temps. C'est mortel. Et si le président Ouattara, qui sait que la Côtière est une route importante dans le développement de la Côte d'Ivoire, parce que reliant les deux ports du pays, a décidé de le faire, eh bien, il est à saluer. La région du Boclé va lui dire merci. La région du Boclé, déjà en chantier, un marché moderne en construction, bientôt un débarcadère et le bitumage d'une dizaine de kilomètres dans les rues de Sassandra et de Fresco. 52 minutes pour comprendre, c'est le nouveau-né de la radiodiffusion-télévision ivoirienne qui sera diffusé tous les jeudis en 15 après le journal de 20h. Le premier numéro est prévu demain à 20h50. Il portera sur la compagnie ivoirienne d'électricité.
À l'étranger, plus de 600 civils, dont 147 enfants, ont été tués en 11 jours dans la Ghouta orientale, cette enclave rebelle proche de Damas, en Syrie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime syrien a lancé une nouvelle offensive militaire sur ce fief rebelle le 18 février dernier. Les frappes aériennes et tirs d'artillerie ont baissé d'intensité mardi, avec l'instauration sur demande de la Russie d'une pause humanitaire quotidienne de 5 heures. 8 civils ont toutefois été tués mercredi. Ce journal est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.